Il existe un livre que certaines prisons américaines refusent de laisser entrer. Pas un manuel pour fabriquer une arme, pas un guide pour s'évader, un livre sur le pouvoir. Les autorités ont jugé qu'entre les mains d'un détenu, il devenait trop dangereux. Alors elles l'ont interdit, et ce qui le rend dangereux, ce n'est pas la violence. C'est tout l'inverse. Ce livre n'explique pas comment prendre le pouvoir par la force. Il explique comment on le prend avec un sourire. Une phrase, un silence posé au bon moment. Le plus troublant, le voici. Ces règles-là, votre patron les applique déjà, sur vous, tous les jours, sans vous prévenir. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous en montrer 7. Vous allez comprendre pourquoi celui qui travaille le plus dur n'est presque jamais celui qu'on récompense. Comment votre supérieur a obtenu son poste sans être le meilleur de l'équipe. Et la règle que personne, dans aucune entreprise, n'osera jamais vous dire en face. Restez jusqu'au bout. Parce que la septième loi, presque tout le monde l'applique à l'envers. Et c'est précisément pour ça que la plupart des gens tournent en rond toute leur vie. Ce livre s'appelle Les 48 lois du pouvoir, et dans 20 minutes, vous ne regarderez plus votre travail de la même façon. Une chose au clair avant de commencer, ces lois ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles décrivent le monde tel qu'il tourne, pas tel qu'on aimerait qu'il tourne. L'homme qui les a rassemblées s'appelle Robert Greene. Avant d'écrire une seule ligne, il a enchaîné des dizaines de petits boulots. Il a observé des chefs, des ambitieux, des faux gentils, et il a fini par voir une chose simple. Les puissants d'aujourd'hui jouent exactement le même jeu que les rois d'hier. Seuls les costumes ont changé. Il a mis tout ça dans un livre en 1998. Depuis, il s'en est vendu plus d'1 million d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, traduit dans 24 langues. D'ailleurs, cet homme est aujourd'hui l'auteur le plus censuré dans les prisons américaines. Pas un romancier sulfureux, pas un manifeste politique, lui et ses livres sur le pouvoir. Et il y a cette histoire qui dit tout. Un jeune homme a grandi dans la rue, il a vendu de la drogue avant de devenir l'un des plus grands rappeurs du monde. Il s'appelle 50 Cent. Un jour, il tombe sur ce livre. Il le lit et il se reconnaît dans chaque page, au point d'aller trouver Greene en personne pour écrire un livre avec lui, quelques années plus tard. Un enfant de la rue et un intellectuel qui passe ses journées dans les archives. Deux mondes que tout sépare. Et pourtant, tous les deux avaient compris la même chose. Les règles du pouvoir ne changent pas selon l'endroit. Elles sont les mêmes dans un palais, dans une entreprise ou au coin d'une rue. On le retrouve dans les mains de rappeurs, de patrons, de gens qui ne l'avoueront jamais en public. Parce qu'admettre qu'on connaît ces règles, c'est déjà en trahir une. Gardez juste ça en tête. Ignorer ces lois ne vous rend pas plus honnête. Ça vous rend seulement plus facile à manœuvrer. Première loi, n'éclipsez jamais votre maître. Laissez-moi vous raconter une soirée d'été. Nous sommes en France, le 17 août 1661. Un homme s'appelle Nicolas Fouquet. Il est surintendant des finances, l'un des hommes les plus riches du royaume. Ce soir-là, il reçoit le jeune roi Louis XIV dans son château de Vaux-le-Vicomte, et il fait les choses en grand. Des jardins illuminés, un feu d'artifice, une pièce de Molière écrite pour l'occasion. Un festin comme la cour n'en a jamais vu. Fouquet veut éblouir son roi. Il croit que la magnificence le rendra indispensable. Il se trompe de tout. Le roi ne repart pas ébloui. Il repart humilié, parce qu'un sujet vient de lui montrer, sous son propre nez, qu'il possédait plus beau, plus grand, plus puissant que le roi lui-même. 3 semaines plus tard, Fouquet est arrêté par les mousquetaires. Procès, condamnation, prison à vie. Il mourra enfermé dans une forteresse, presque 20 ans plus tard, sans jamais revoir la lumière. Retenez bien la leçon. Quand vous brillez plus fort que celui qui est au-dessus de vous, vous ne l'impressionnez pas, vous lui faites peur. Votre talent, il ne le voit pas comme un cadeau pour l'équipe, il le voit comme une menace pour sa place, et un homme qui a peur ne récompense pas. Il neutralise. Je ne vous dis pas de devenir médiocre, je vous dis de choisir votre moment. Devant les autres, laissez votre supérieur avoir le beau rôle, faites-le se sentir intelligent, et gardez vos coups les plus forts pour les instants où c'est vous, et vous seul, qui en récolterez le fruit. Le génie qu'on écrase, c'est presque toujours celui qui a oublié de regarder qui se tenait juste au-dessus de lui. Première loi, n'éclipsez jamais votre maître. Laissez-moi vous raconter une soirée d'été. Nous sommes en France, le 17 août 1661. Un homme s'appelle Nicolas Fouquet.
Il est surintendant des finances, l'un des hommes les plus riches du royaume. Ce soir-là, il reçoit le jeune roi Louis XIV dans son château de Vaux-le-Vicomte, et il fait les choses en grand. Des jardins illuminés, un feu d'artifice, une pièce de Molière écrite pour l'occasion. Un festin comme la cour n'en a jamais vu. Fouquet veut éblouir son roi. Il croit que la magnificence le rendra indispensable. Il se trompe de tout. Le roi ne repart pas ébloui. Il repart humilié, parce qu'un sujet vient de lui montrer, sous son propre nez, qu'il possédait plus beau, plus grand, plus puissant que le roi lui-même. 3 semaines plus tard, Fouquet est arrêté par les mousquetaires. Procès, condamnation, prison à vie. Il mourra enfermé dans une forteresse, presque 20 ans plus tard, sans jamais revoir la lumière. Retenez bien la leçon. Quand vous brillez plus fort que celui qui est au-dessus de vous, vous ne l'impressionnez pas, vous lui faites peur. Votre talent, il ne le voit pas comme un cadeau pour l'équipe, il le voit comme une menace pour sa place, et un homme qui a peur ne récompense pas. Il neutralise. Je ne vous dis pas de devenir médiocre, je vous dis de choisir votre moment. Devant les autres, laissez votre supérieur avoir le beau rôle, faites-le se sentir intelligent, et gardez vos coups les plus forts pour les instants où c'est vous, et vous seul, qui en récolterez le fruit. Le génie qu'on écrase, c'est presque toujours celui qui a oublié de regarder qui se tenait juste au-dessus de lui. Deuxième loi, et celle-ci va vous piquer. Le travail invisible ne compte pas. On vous a menti depuis l'enfance. On vous a répété que le travail parle de lui-même. Que si vous êtes bon, on finira forcément par le voir. C'est faux. Et c'est même un piège. Le travail ne parle pas. Le travail est muet. Ce sont les gens qui parlent. Et un chef ne peut valoriser que ce qu'il remarque. Prenez 2 collègues. Le premier abat un travail énorme, dans son coin, sans jamais rien dire. Le second en fait moins. Mais chacune de ses victoires, il la rend visible. Un mot au bon moment, un résultat montré devant les bonnes personnes. À la fin de l'année, c'est le second qu'on cite en exemple. Et le premier ne comprend pas pourquoi on l'a oublié. C'est injuste, mais c'est logique. Alors arrêtez de croire qu'on viendra vous chercher dans votre coin. Personne ne viendra. Rendre son travail visible, ce n'est pas se vanter. C'est refuser de disparaître. Montrez ce que vous faites. Nommez vos résultats. Prenez la parole, non pas pour crier, mais pour exister aux yeux de ceux qui décident. Le talent caché n'inspire personne. Il attend. Et pendant qu'il attend, un autre passe devant. Et celui qui passe devant n'est pas plus doué. Il est mieux informé. Il a lu ce que vous n'avez pas lu. Audible, c'est exactement ça. Ces livres de stratégie dans vos oreilles pendant le trajet ou la vaisselle. Pendant que les autres scrollent, vous vous armez. Lien en description, offre d'essai 1 mois gratuit. Le talent qui attend se fait dépasser. Le talent qui s'instruit prend l'avance. 3e loi, dites-en toujours moins que nécessaire. Regardez les gens vraiment puissants. Ils parlent peu. Et quand ils parlent, chaque mot pèse son poids. Regardez les autres, maintenant. Ceux qui expliquent tout, qui se justifient, qui se précipitent pour combler chaque silence. Plus vous en dites, plus vous en donnez. Et plus vous en donnez, moins il vous reste de pouvoir. Celui qui parle trop devient prévisible. On sait ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qui le blesse. Et dès qu'on connaît un homme à ce point, on tient de quoi le mener. Il y a plus de 2000 ans, un roi redouté, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, envoie une lettre aux Spartiates. C'est une menace, longue et terrible. « Si j'entre en Laconie, dit-il en substance, je rase vos fermes, je tue vos hommes, je détruis votre cité. » Face à ce déluge de mots, les Spartiates répondent un seul mot. Si, rien d'autre. Pas de justification, pas de longue démonstration de courage. Un mot posé, sec, presque insolent. Et ce simple « si » en disait plus long que 1000 pages. Il voulait dire « et c'est donc pour voir ». Il projetait une assurance qu'aucun discours n'aurait su imiter. Voilà la vraie force du peu de mots. Celui qui parle beaucoup cherche encore à convaincre. Celui qui répond en un mot n'a déjà plus rien à prouver. Le silence, lui, dérange. Un chef qui vous fixe sans répondre tout de suite vous met mal à l'aise. Alors vous parlez pour remplir le vide. Et là, sans le vouloir, vous en dites toujours plus que prévu. Ce n'est pas de la timidité chez lui, c'est une prise de contrôle. Je ne vous demande pas de devenir muet. Je vous demande de mesurer. Avant de tout déballer, gardez la moitié. Laissez l'autre deviner le reste. Un peu de mystère, et l'on vous prête soudain plus de profondeur que vous n'en montrez. Les mots qu'on ne dit pas ne se retournent jamais contre vous. 4e loi.
Servez-vous de l'absence pour gagner le respect. Pensez à un simple message que vous envoyez à deux personnes différentes. La première vous répond dans la seconde, toujours, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. La seconde, elle, met parfois une journée entière avant de donner signe de vie. Et voici ce qui est troublant. Quand la première vous répond, vous ne ressentez rien. C'est normal, c'est dû, ça ne compte même plus. Mais quand la seconde répond enfin, vous êtes presque flatté, comme si elle venait de vous accorder quelque chose de rare. Pourtant, ce sont les mêmes mots, le même temps de lecture, seule la rareté a changé. Voilà toute la loi, tenue dans un simple message. Ce qui est toujours disponible perd sa valeur. Ce qui se fait attendre la gagne. C'est exactement ce qui se joue au travail. Le collègue joignable à toute heure, qui répond aux mails à minuit, qui ne refuse jamais rien, croit se rendre indispensable. En vérité, il devient le meuble de la pièce, et on ne remarque plus le meuble. Il fait partie du décor. Celui qui se retire un peu, au contraire, crée un manque, et le manque fait grandir le respect. D'ailleurs, si tout ça résonne en vous, sachez que ces lois viennent d'un livre entier, et qu'il existe en version audio. Le lien audible est en description. Vous pouvez l'écouter en marchant, dans les transports, et laisser ces principes s'installer un peu plus profondément qu'une simple vidéo ne le permet. Revenons à l'absence. Le message tient en une phrase. Ne soyez pas toujours là. Créez de la distance. Faites en sorte qu'on ressente le vide quand vous n'êtes pas dans la pièce. Parce que c'est à cet instant précis, quand vous manquez, qu'on mesure enfin ce que vous valez. Reprenez votre souffle une seconde. Vous avez déjà 4 lois en main, parce que les 3 qui arrivent sont les plus dérangeantes. Ce sont celles dont on ne parle jamais à voix haute, même entre gens qui les appliquent. Et la dernière, celle que je vous ai promise au tout début, va sans doute remettre en question votre façon de vous comporter en réunion depuis des années. 5e loi. Dissimulez vos intentions. La plupart des gens annoncent leur plan à voix haute. Un jour, j'aurai ce poste. Bientôt, je lance mon projet. Ils croient que le dire, c'est déjà avancer. En réalité, c'est se saboter. Dès que vos intentions sont connues, on peut vous bloquer. On vous voit venir de loin. On prépare la parade avant même que vous ayez bougé le petit doigt. Attention, ne confondez pas cette loi avec la deuxième. Rendre son travail visible, oui, toujours. Annoncer ses plans à l'avance, jamais. On montre ce qu'on a déjà accompli. On cache ce qu'on prépare encore. La nuance change tout. Celui qui garde son plan pour lui garde un temps d'avance. Il agit, et on découvre son coup une fois qu'il est déjà joué. Trop tard pour l'arrêter. Pensez à la façon dont tombent les réorganisations dans une entreprise. Vous ne les voyez jamais venir. Un matin, tout a changé. Les décisions se sont prises dans le silence, loin de vous, et on vous annonce simplement le résultat. Ce n'est pas un hasard. C'est cette loi, appliquée à la lettre. Alors cessez de commenter vos ambitions à la machine à café. Laissez vos actes parler à votre place, une fois qu'ils sont accomplis. Un plan qu'on ne voit pas venir est un plan que personne ne peut briser. 6e loi. Ne paraissez jamais trop parfait. Celle-ci va à rebours de tout ce qu'on vous a appris. Et pourtant, elle a enterré plus de carrière que la paresse. L'homme qui réussit tout, qui ne se trompe jamais, qui semble toujours une longueur devant, croit s'attirer l'admiration. Il s'attire l'envie. L'histoire de Walter Raleigh le montre mieux que n'importe quelle explication. À la cour d'Angleterre, à la fin du XVIe siècle, cet homme avait tout. Explorateur, soldat, poète, séducteur. La reine Élisabeth en personne l'avait choisi comme favori. Il brillait dans tout ce qu'il touchait. Et surtout, il le montrait. Mais chaque talent qu'il exhibait lui fabriquait un ennemi de plus. Autour de lui, on souriait, on s'inclinait, et on attendait patiemment son heure. Tant que la reine le protégea, il resta intouchable. Le jour où elle mourut, il perdit son bouclier. Et tous ceux que sa supériorité avait humiliés pendant des années se sont refermés sur lui d'un seul coup. Emprisonné dans la tour de Londres pendant 13 ans, il finit décapité un matin d'octobre 1618. L'homme le plus brillant de la cour n'est pas tombé par manque de talent. Il est tombé parce qu'il en montrait trop et qu'il n'avait laissé à personne le plaisir de se sentir son égal. Et l'envie est un poison silencieux. Personne ne vous dira jamais en face « je t'envie ». On vous sourira, puis, dans l'ombre, on freinera votre montée, et on répétera vos petits ratés. On attendra votre première vraie chute pour s'en réjouir. Les gens pardonnent la réussite. Ils ne pardonnent pas la supériorité qu'on leur jette au visage. C'est pour ça que les plus habiles laissent parfois voir une faille, un doute,
une petite faiblesse humaine. Ça les rend accessibles. Et un homme accessible, on le soutient au lieu de vouloir sa peau. Je ne vous dis pas de cacher vos victoires, je vous dis de ne pas en écraser les autres. Reconnaissez un peu de chance dans vos réussites. Laissez à l'autre l'illusion qu'il vous vaut. Montrez une part d'imperfection, choisie, maîtrisée. Un homme qu'on admire de trop loin, on finit toujours par vouloir le faire tomber. Un homme qu'on sent proche, on le porte sur les épaules. Septième loi, celle que presque tout le monde applique à l'envers. Gagnez par vos actes, jamais par vos arguments. Retournons quelques siècles en arrière, à Florence. Un jeune sculpteur vient de terminer une statue qui va traverser les âges, le David. Il a 26 ans et il s'appelle Michel-Ange. L'homme le plus puissant de la ville vient admirer l'œuvre. Il lève les yeux et lâche son verdict. Le nez est trop gros. Michel-Ange sait qu'il a tort. De là où l'autre se tient, en bas, l'angle fausse tout. Le nez est parfait. Mais il ne dit rien de tout ça. Il ne se lance pas dans une leçon d'anatomie. Il ne prouve rien. Au lieu de ça, il grimpe sur l'échafaudage, un ciseau dans une main, une pincée de poussière de marbre cachée dans l'autre. Il fait mine de tailler. Il laisse la poussière tomber doucement dans la lumière, et il ne touche pas au nez, pas d'un millimètre. Puis il redescend et demande « Et maintenant ?» L'homme le regarde, satisfait, et répond « Là, tu lui as donné la vie. » Michel-Ange a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il a gardé son œuvre intacte, et il a laissé l'autre repartir la tête haute, persuadé d'avoir eu raison. Voilà l'erreur que commettent des millions de gens. Ils veulent avoir raison, et ils veulent le prouver. Ils débattent, ils démontrent, ils s'épuisent à convaincre. Et même quand ils gagnent le débat, ils perdent. Parce qu'un homme qu'on force à admettre qu'il a tort ne vous remercie jamais. Il vous en veut. Les gens puissants ont compris ça très tôt. On ne prouve pas sa valeur avec des mots. On la prouve avec des résultats. Votre patron déteste probablement perdre du temps à vous convaincre. Il vous met devant le fait accompli. C'est toute la loi. Alors la prochaine fois que monte en vous l'envie d'avoir le dernier mot, arrêtez-vous. Fermez la bouche, ouvrez le chantier et laissez la réussite dire à votre place ce qu'aucun argument n'aurait réussi à imposer. Vous connaissez les règles maintenant, mais connaître les règles d'un jeu sans voir le plateau, ça ne sert à rien. Alors ce soir, on va dessiner le plateau, un exercice simple. Je l'appelle la carte du pouvoir. Prenez une feuille, tracez 3 colonnes. Dans la première, écrivez le nom de celui qui décide vraiment, là où vous travaillez. Pas celui qui a le plus beau titre sur la porte, celui dont un mot suffit à changer les choses. Ce n'est pas toujours la même personne, et c'est déjà une révélation. Dans la deuxième, notez qui a l'oreille de ce décideur, qui l'influence, qui déjeune avec lui. Le pouvoir passe presque toujours par ces gens-là, dans l'ombre, loin des organigrammes. Dans la troisième, placez-vous. Honnêtement, où êtes-vous sur cette carte ? Au centre du jeu ? Ou tout au bord, en train de travailler dur pendant que les vraies décisions se prennent ailleurs, sans vous. Cet exercice fait mal la première fois. Il montre combien d'années on a passé à jouer sans même connaître les règles. Mais une fois que vous avez vu la carte, vous ne pouvez plus la voir disparaître. Et un homme qui voit le jeu cesse de le subir. Il commence enfin à y jouer. Et il y a un second geste, encore plus simple, à répéter chaque semaine. Une fois par semaine, choisissez une seule chose que vous avez accomplie, une vraie, une utile, et dites-la, en une phrase, à la personne que vous avez inscrite dans la première colonne, celle qui décide, pas un rapport, pas une plainte déguisée, une phrase dite au bon moment à la bonne personne. Ça vous mettra mal à l'aise les premières fois, c'est normal, on nous a dressés à attendre sagement qu'on nous remarque. Mais au bout de quelques mois, sans bruit, quelque chose se déplace. Votre nom se met à circuler dans les pièces où vous n'êtes même pas. Et c'est exactement dans ces pièces-là que se décide votre avenir. Reprenons ce que vous savez maintenant et que vous ignoriez il y a un quart d'heure. Ne faites pas d'ombre à celui qui est au-dessus. Rendez votre travail visible. Parlez moins. Créez du manque. Cachez vos intentions. Ne paraissez pas trop parfait. Et prouvez par les actes, jamais par les mots. Cette règle qu'on applique sur vous, sans doute, depuis votre tout premier jour de travail. Votre supérieur n'est pas plus intelligent que vous. Il n'a pas forcément travaillé plus dur. Il connaissait simplement les règles d'un jeu que personne n'avait pris la peine de vous expliquer. Aujourd'hui, c'est réparé, mais je vais être honnête avec vous. Connaître ces règles ne suffira pas. Le plus dur commence maintenant, au moment où il va falloir les appliquer alors que tout, autour de vous, vous pousse à rester sage,
discret et invisible. La plupart des gens vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, hocher la tête et ne rien changer. Demain, ils retourneront travailler dur dans leur coin, en espérant qu'un jour, quelqu'un finisse par les voir. Vous pouvez rester parmi eux, ou vous pouvez décider que non, que ce soir, pour vous, quelque chose vient de basculer. Ces 7 lois ne sont qu'une porte d'entrée. Le livre de Robert Greene en contient 41 autres, avec les histoires vraies qui les ont forgées, comme celle de Fouquet ou de Michel-Ange. La version audio est en description si vous voulez aller au bout du chemin. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces 7 lois vous a le plus dérangé? Parce que celle qui vous met le plus mal à l'aise est souvent celle dont vous aviez le plus besoin.